Alors donc du coup, pour ceux qui n'étaient pas là, bonjour et bienvenue à notre deuxième webinaire sur la donnée d'observation naturaliste. Donc moi, je suis Lilia Diff, je travaille chez Natural Solutions en gestion de projet et je serai l'animatrice du webinaire. Pour ce webinaire, donc on a 3 intervenants. Camille Monchicourt, responsable du pôle système d'information au Parc des Écrins. Camille, je te laisse te présenter si tu veux ajouter quelque chose. Tu as perdu Camille. Tu es mute, Camille. Oui, je connecte mon micro. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Camille Monchicourt, je suis responsable du système d'information et géomaticien en Parc national des Écrins. Et donc, je vais vous faire une petite introduction, présentation de GeoNature. Alors, je vais partager mon écran. Alors, juste avant, je voulais quand même présenter les autres. Pardon, Je j'avais vais pas juste, suivi, excuse-moi. pas de souci, je te dirai quand tu pourras partager ton écran, pas de problème. Donc on a aussi Aurélie Jambon et Adrien Pajot, donc tous les deux responsables du pôle connaissance et préservation de la biodiversité chez Natural Solutions. Et donc d'ailleurs, avant, juste une petite introduction, vous avez pu remarquer du coup qu'on a Camille Monchicourt qui est du Parc national des Écrins et Aurélie et Adrien d'une structure privée, donc ça peut être étonnant, mais c'est la preuve que le privé et le public peuvent travailler ensemble. C'est le but de l'open source aussi, donc on s'engage vers une cause commune. Natural Solutions, donc c'est une entreprise qui développe des solutions informatiques pour la biodiversité. Elle a été créée en 2008 et on se situe à Marseille. Et le Parc national des Écrins, donc ça fait partie des 11 parcs nationaux français. Il a été créé il y a plus de 40 ans. Il se situe dans les Alpes. Le programme de la matinée, donc comme l'a dit Camille, il va nous faire une introduction à GeoNature. Ensuite, on passera à une démonstration d'Aurélie et d'Adrien sur justement les éléments présentés à l'oral. On aura les projets en cours et la roadmap des développements futurs. Et on finira par un petit atelier dynamique. Donc Camille, je te laisse partager ton écran cette fois. Ok, merci, je suis allé un peu vite. Donc, on avait déjà fait un webinaire où j'avais présenté le projet un peu plus en détail. Cette fois, je serai plus sommaire, j'irai plus à l'essentiel, mais rappeler quand même pour tout le monde voilà, les éléments clés, le contexte et surtout parler des différents modules qui composent actuellement l'outil. Alors, vous devez voir mon écran là, c'est bon? C'est OK. Ok, donc, GeoNature. Donc, pour recontextualiser, même si ça a été dit, donc moi, je travaille au Parc national des Écrins. Il y a 11 parcs nationaux en France. On est sous tutelle du ministère de l'Environnement et rattaché à l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Donc, pour le Parc national des Écrins, on est à peu près 90 agents. Et le pôle système d'information, il est composé de 4 personnes, donc un informaticien, administrateur système, 2 développeurs web et bases de données, dont un qui est directement financé par le ministère pour travailler sur GeoNature. Et puis donc moi-même qui suis responsable du système d'information et géomaticien. Donc nous, ça fait une quinzaine d'années qu'on a réorganisé et structuré notre système d'information autour de différents logiciels libres. Il y en a quelques-uns ici, QGIS, LibreOffice, Postgre. Au fur et à mesure de l'usage de ces outils, on s'est demandé comment nous-mêmes on pourrait contribuer à cette communauté de logiciels libres, open source. Et donc, la piste qu'on a choisie, c'est de se dire les outils qu'on va développer pour nos usages, pour nos besoins, on va faire en sorte qu'ils soient sous licence libre pour que d'autres puissent les utiliser. Et c'est ce qu'on a fait avec GeoNature. Alors, le contexte de GeoNature, il commence à peu près il y a une dizaine d'années, en 2010, à un moment où on a fait beaucoup d'inventaires, puisque le parc a une quarantaine d'années. On continue à faire beaucoup d'inventaires, mais on a aussi de plus en plus de protocoles de suivi, des protocoles de plus en plus divers, précis et complexes. Donc, ça nécessite de revoir nos outils, revoir nos bases de données, faire des choses de plus en plus précises au niveau scientifique, puisque les questions qu'on se pose évoluent. Mais aussi à un moment où on doit de plus en plus ouvrir et partager nos données avec des partenaires territoriaux, avec des partenaires régionaux et nationaux comme le SINP, et aussi les ouvrir au grand public. Donc on a ces deux besoins, d'un côté de faire des choses de plus en plus précises au niveau local et scientifique, et en même temps d'ouvrir et de rendre les données de plus en plus partagées avec différents acteurs. Alors pour ça,
on construit avant tout une logique d'un système d'information global et d'une base de données, d'un ensemble de bases de données qui vont constituer ce qu'est aujourd'hui GeoNature. L'approche qu'on retient, c'est celle qui est schématisée ici, c'est de se dire, on ne va pas réussir à faire ça dans une énorme base de données qui va répondre à tous nos protocoles, toutes nos questions scientifiques en termes de faune et de flore, mais on va plutôt segmenter et découper plein de petits modèles de données, plein de petites bases de données pour chaque contexte, chaque protocole, chaque source, et bien répondre à la question qu'elle pose. Donc on voit en haut toutes les petites boîtes. Chaque boîte correspond à un petit modèle de données pour répondre à de l'occurrence de taxons quand on fait de l'observation aléatoire, à du suivi chiro quand on fait du suivi chiro, à un protocole plus particulier pour la flore, etc., etc. Et puis, on a aussi des historiques divers, organisés différemment, des données qui nous viennent de partenaires. Donc voilà, on va se créer plein de petites boîtes dans la base de données GeoNature pour bien répondre à chaque source et à chaque protocole. Mais, comme j'évoquais, en parallèle de ça, on a aussi besoin d'avoir une vision d'ensemble, nous-mêmes pour la connaissance de où est-ce qu'on a vu telle espèce, mais aussi pour la diffusion, soit des partenaires scientifiques, associatifs, administratifs, soit vers le grand public. Donc, on a aussi le niveau qui est la synthèse, qui permet d'avoir une vue d'ensemble des données en ne gardant que leur tronc commun, c'est-à-dire un observateur a vu quoi, une espèce ou une localisation et quand une date. Donc ça, c'est les deux niveaux qu'on a construits dans le modèle de base de données qu'on a conçu et qui est la colonne vertébrale de GeoNature. Donc une fois qu'on avait commencé à travailler sur la base de données, on a développé des outils et des modules, et notamment celui qui est au cœur, qui est GeoNature, qui est une application web. On en voit un aperçu ici, on aura une démonstration plus détaillée tout à l'heure. Et puis, dans certains cas, des applications mobiles. Donc, on a commencé ensuite, en interne principalement, à développer des outils web pour pouvoir saisir, consulter, exporter les données dans les différentes briques que compose la base de données de GeoNature. Ici, on voit des agents qui sont sur le terrain et qu'on a équipé petit à petit aussi d'outils mobiles pour les accompagner dans la saisie des données. Au cœur de GeoNature, on a aussi les standards du SINP qui se sont structurés ces 10 dernières années et qui nous ont permis d'avoir des outils de standardisation des données. Alors, TaxRef pour tout ce qui est taxonomique, Campanule pour toutes les méthodes et les protocoles, des standards comme celui d'occurrence de taxons et des métadonnées, ou encore toutes les nomenclatures qui permettent d'avoir des vocabulaires communs. Donc, on l'a mis, nous, dans GeoNature pour standardiser au maximum ce qu'on faisait. Ça a été aussi un outil qui nous a facilité les échanges de données avec des partenaires, mais aussi le fait que les gens s'y retrouvent dans GeoNature parce qu'ils s'appuyaient sur des standards qui font référence par ailleurs. Alors pour la dimension open source, on a appliqué les pratiques classiques de l'open source. Donc bon, déjà open source dit une licence libre et la possibilité pour tous ceux qui souhaitent d'accéder au code source, d'utiliser l'outil, de le faire évoluer. Ça, pour que ça soit vraiment opérationnel, ça s'accompagne de documentation. Et une fois qu'on a publié un code source, s'il est peu ou pas documenté, il est difficilement utilisable par d'autres. Donc, on a accompagné ça d'un maximum de documentation technique, de la généricité pour que l'outil puisse fonctionner dans un parc, dans le parc des écrins, mais aussi dans un autre parc, et puis en fait aussi dans un parc régional, etc. Donc que ça puisse marcher dans différents contextes. Ça, c'est essayer d'avoir une approche générique à chaque fois qu'on a un besoin, pour se dire que cette fonctionnalité ou cet outil marche chez nous, mais qu'il puisse marcher ailleurs. Une forge et des échanges publics, donc ça c'est pour que le code source soit disponible, mais aussi que les échanges, les idées, les retours de bugs soient le plus partagés et accessibles à tous ceux qui souhaitent s'informer ou participer. Et puis de la modularité en complément de la généricité pour qu'on puisse utiliser certains bouts ou non, se créer ses propres morceaux, les intégrer dans l'écosystème et donc l'adapter à son contexte. En 2010, j'ai dit, on a commencé à réfléchir à l'outil, développer les premières briques, les premières versions. Et puis en 2017, on a fait le choix de refondre complètement l'outil. Et donc là, on a beaucoup travaillé avec le Parc national des Cévennes, avec qui utilisait déjà la première version de GeoNature et certaines briques. Et donc, on a mis toutes les bases de la version 2 de GeoNature, celle qu'on connaît actuellement, en faisant des développements
principalement entre les deux structures, Parc national des Écrins et Parc national des Cévennes, avec une refonte complète, une refonte technologique, une révision de la base de données, un changement complet des outils, mais aussi, du coup, un peu tout ce qu'on avait pu apprendre de la version 1 en termes de fonctionnalité, mais aussi en termes de standardisation, de généricité, etc. En 2018, donc un an après le début de la refonte, on a regroupé la communauté dans un workshop qui a eu lieu à Montpellier. Donc on avait déjà pas mal de structures qui avaient commencé à regarder cette nouvelle version, qui s'y intéressaient. Donc on a pu se rassembler à Montpellier pour présenter l'outil, commencer à le manipuler, échanger sur l'outil. Et puis aujourd'hui, quelques années après, on est à peu près 80 structures. Alors c'est toujours un peu flottant, mais on est à peu près 80 structures à utiliser l'outil. Donc parmi les utilisateurs, bon, il y a les parcs nationaux, pas mal de parcs régionaux aussi, des conservatoires, d'espaces naturels, des conservatoires botaniques, RNF et puis des réserves, des associations, des prestataires qui proposent l'outil et des services autour de l'outil, des bureaux d'études, des DREAL, l'UMS Patrinat, qui utilise aussi l'outil dans certains projets ou qui accompagne sur certains éléments de l'outil, l'OFB et puis le ministère de l'Environnement. Alors maintenant, un focus un peu plus précis sur l'ensemble des modules qui composent aujourd'hui GeoNature. Donc au cœur, en vert, vous avez les différents modules de GeoNature et autour des éléments périphériques. Donc en bas, qui compose le socle et notamment tout ce qui est la gestion des référentiels. On a TaxSub qui va permettre de gérer le référentiel taxonomique TaxRef, mais aussi de créer des listes de taxons, ajouter des informations sur des taxons ou ajouter des médias. Donc là, ça va vraiment nous permettre de faire toute la gestion taxonomique. On a aussi UserHub, donc lui, c'est l'outil qui va nous permettre de gérer les comptes utilisateurs, les associer à des organismes, faire des groupes d'utilisateurs et leur attribuer des permissions. Donc ça, c'est deux briques qui sont indépendantes, qui sont autonomes, qui sont des outils avec leur propre interface, mais dont GeoNature va être grandement dépendant. Alors maintenant, au milieu, on a GeoNature. Donc on a un petit module à droite d'administration qui va permettre de gérer les permissions plus détaillées de GeoNature et toutes les nomenclatures, donc pour toutes les listes de vocabulaire. On a un autre élément du socle qui sont les métadonnées. Donc là, ça va nous permettre de créer des cadres d'acquisition, donc des contextes de travail, et puis des jeux de données qui vont correspondre à un ensemble de données un peu plus détaillées. Et donc, toutes les données qu'on va ensuite créer, importer ou saisir dans des outils dans GeoNature vont s'appuyer sur ces métadonnées pour savoir d'où elles viennent, pourquoi on a créé ces données, quels sont les organismes qui ont un rôle sur ces données. Et donc, ça va nous permettre de retrouver qu'est-ce qu'on peut faire, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on peut faire, qui a des droits ou pas d'intervenir sur les données. Donc, les métadonnées, ça va être aussi un élément de la colonne vertébrale assez important. Donc, au-dessus de ça, on va avoir des outils de saisie de données. Donc, Octax en est un, qui est le module qui va permettre de faire toutes les observations aléatoires ou des inventaires. Donc, des saisies assez simples de « j'ai vu une espèce à tel endroit », tel observateur, et puis quelques informations complémentaires, mais ça va être les observations un peu courantes que font nos agents de parc quand ils sont sur le terrain. Ensuite, on a l'outil monitoring qui va nous permettre de mettre en place des protocoles plus spécifiques de suivi, où on va créer des sites sur lesquels on va faire des visites, et ensuite on va éventuellement faire des observations. Ça, c'est un module qu'a développé initialement le Parc national des Cévennes et qui permet de décliner pour mettre en place des suivis pour des protocoles ou des contextes plus particuliers. Et puis, on a le module d'import qui, lui, permet, depuis un fichier, soit parce que j'ai un fichier historique que je veux intégrer dans GeoNature, soit parce que j'ai un partenaire qui m'a transmis des données sous forme de fichier, d'importer le fichier, de faire des correspondances entre les champs, entre les colonnes qui sont dans le fichier et la synthèse vers laquelle je veux importer les données, et ensuite donc d'importer les données directement depuis une interface. Alors à gauche, on a Octax Mobile, qui est l'équivalent d'Octax, mais sous forme d'application mobile Android, donc qui va permettre de faire les saisies d'observations aléatoires ou d'inventaire, mais en étant adapté à une interface mobile et en utilisant le GPS, et avec la particularité que tous les fonds de cartes sont disponibles hors ligne. Toujours sur cette ligne des outils de saisie, on en a un autre qui est un peu à part, mais qui est OCHAB, donc qui permet de faire des occurrences d'habitat. Donc là, on va pouvoir créer des stations
et puis lister les différents habitats qui composent la station. Là aussi, on s'appuie sur les standards du SINP, donc le standard occurrence d'habitat et ABREF pour tout ce qui est typologie d'habitat. Alors à droite, ils sont un peu en dehors de l'écosystème de GeoNature lui-même parce que ce sont tous les modules qui ont été développés par des utilisateurs de GeoNature pour des protocoles un peu plus spécifiques. Donc ils ne sont pas dans le cœur de GeoNature. Quand on installe GeoNature, ils ne sont pas fournis d'office avec parce qu'ils correspondent à des contextes d'utilisation ou à des enjeux plus spécifiques. Ils sont disponibles pour ceux qui souhaiteraient les installer, mais comme ils correspondent à des contextes ou des protocoles un peu plus particuliers, ils ne sont pas directement disponibles dans GeoNature. Donc on a Flore Prioritaire, qui est un protocole qu'on fait nous au niveau des écrins puis au niveau des Alpes, avec des zones de prospection de flore et des zones de présence. Suivi de la flore territoire, suivi habitat territoire, suivi habitat station, c'est un des protocoles qui sont faits sur le suivi de la flore et des habitats avec le CBNA sur les Alpes. CMR, on en parlera un peu plus tard, c'est un module pour tout ce qui est capture, marquage, recapture, qui a été fait par la Société herpétologique de France récemment, et donc qui va permettre de faire des suivis avec des sites, des visites, mais aller jusqu'à l'individu d'une espèce qui serait marquée. Et puis zone humide, c'est aussi un module qui sera présenté tout à l'heure, qui permet de faire des inventaires, de l'évaluation et du suivi de zones humides. Donc voilà, là on a vu un peu l'ensemble des modules qui vont permettre de faire de l'ELA-saisie ou de l'import de données. Donc certains sont génériques, comme Octax, OCAB, Monitoring, et puis on en a d'autres qui sont plus spécifiques, qui correspondent à des contextes. Ensuite, on a une brique, on continue à monter, qui est la synthèse. Alors elle, si on reprend notre schéma de tout à l'heure, une fois qu'on a plein de protocoles, des modules qui correspondent à des questions, des enjeux particuliers, on va regrouper l'ensemble de leur tronc commun, qui est qui a vu quoi, où et quand, dans une synthèse qui, elle, va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble des données dans les différents modules en prenant que ce tronc commun. Donc ça va nous permettre d'avoir accès rapidement à la connaissance, où est-ce qu'on a vu telle espèce, qu'est-ce qu'il y a dans telle commune, etc., pour avoir une vue d'ensemble des occurrences de taxons qui viendraient des différentes sources. Ensuite, si on monte encore d'un cran, on a le module de validation qui va permettre de valider les données qui sont présentes dans la synthèse. Le module dashboard qui lui permet d'avoir des graphiques, des synthèses cartographiques, des synthèses par jeu de données pour avoir une vision un peu d'ensemble des données qui sont présentes dans un GeoNature. Et puis un élément qui est tout en haut, qui est le module d'export, qui lui va permettre de faire des exports globaux. On va retrouver des petits modules d'export, des fonctionnalités d'export dans la synthèse, dans Octax, dans le monitoring. Donc on peut exporter des données un petit peu dans chaque module, mais ça c'est vraiment un outil qui va nous permettre de faire des gros exports d'ensemble, plus à destination des SINP par exemple, pour envoyer toutes les données qui sont présentes dans la synthèse, ou d'un partenaire où on va lui faire un export un peu particulier qui correspond à ce qu'on veut lui mettre à disposition. Et donc on va créer des exports qui vont permettre de générer des fichiers à la demande ou automatiquement, et puis qui va mettre en place une API pour proposer des flux à partir de données qu'on a dans GeoNature pour les mettre à disposition d'autres outils. Donc maintenant, on sort de GeoNature, et en haut, on va retrouver donc le SINP, l'INPN, qui est vraiment l'organisme qui structure l'agrégation des données au niveau régional, puis national et même international. Donc on a des flux, on a des possibilités déjà présentes d'exporter des données selon les attentes et les formats, les standards du SINP pour pouvoir les repartager dans ce réseau. On a la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de diffuser aussi directement les données sur des plateformes open data comme data.gouv.fr. Donc ça, c'est un peu les deux canaux globaux vers lesquels on peut aller assez facilement. Et puis ensuite, on a un autre outil qui est GeoNature Atlas, qui lui permet de mettre à disposition les données, donc beaucoup moins sous forme technique, comme c'est le cas quand on les envoie sur ces plateformes, mais là, bien plus à destination du grand public, ou du moins d'un atlas accessible, souvent avec des fiches espèces, des recherches par commune, sans avoir de compétences techniques pour accéder aux fichiers. Donc là, c'est un portail web pour le grand public, pour accéder à l'ensemble de ces données sous une forme la plus simple possible. Dernier élément de l'écosystème que je n'ai pas
présenté, mais c'est le GeoNature Citizen. Donc lui, il est un petit peu en dehors de ces éléments. Il permet de mettre en place un portail web, là aussi à destination du grand public, pour proposer de la collecte citoyenne. Donc proposer aux citoyens de venir contribuer à la connaissance, soit sur une commune, soit sur un groupe taxonomique, avec des programmes qu'on peut donc ouvrir aux citoyens et qui peuvent facilement saisir et proposer des contributions, alors que le cœur de l'outil GeoNature est plutôt destiné à un public d'experts. Là, on a aussi un outil complémentaire qu'on peut ouvrir pour la collecte citoyenne. Voilà, bon, c'est un peu dense, mais voilà, ça donne un peu une photographie de l'ensemble des modules. Ils seront illustrés après dans la démonstration pour les voir concrètement. Mais voilà une présentation d'ensemble des modules et de l'écosystème qu'on a dans GeoNature. Pour conclure là, et finir avant d'aller sur la démonstration, donc voilà un peu ce que peut ressembler un GeoNature dans un contexte d'un territoire. Donc en bas à gauche, on a justement le territoire. On a une instance de GeoNature au milieu qui permet de récolter des données, d'avoir de la connaissance. On peut le compléter de GeoNature Citizen pour ouvrir la collecte d'informations au grand public. Ensuite, en bas à droite, on a tout le réseau, les partenaires locaux, associatifs avec qui on peut échanger des données dans un sens comme dans l'autre. Souvent, les SINP régionaux qui se placent comme un agrégateur au niveau régional avant d'aller vers l'INPN qui est l'agrégation nationale. Et puis à droite, on a la possibilité de diffuser la connaissance territoriale dans GeoNature Atlas pour avoir une vue très territoriale contextualisée des données qui sont présentes dans GeoNature, et puis éventuellement des flux aussi vers des plateformes open data comme data.gouv pour proposer un accès aux données à qui souhaiterait y accéder. Et puis enfin, dernier élément, GeoNature, c'est un outil, un ensemble d'outils web, mobile et puis autres. Mais comme c'est une base de données, elle est assez ouverte sur d'autres systèmes. Et donc, selon les cas d'usage, selon les utilisateurs, certains l'ont branché à d'autres outils comme QGIS, ODK pour faire de la collecte mobile et déployer des formulaires de saisie mobile assez facilement. Certains l'ont connecté à d'autres bases selon leur contexte existant. En aval, il y en a qui ont branché des outils de tableau de bord comme Redash ou LISMAP qui permet de faire du WebSig et de mettre en forme des données et les mobiliser différemment. Et puis en bas, c'est tous les outils de flux. Donc on a vu, on a des exports sous forme de fichiers, des exports avec des API vers des plateformes open data ou vers le SINP. Et puis on a un autre outil qui s'appelle GN2PG qui lui permet de brancher deux instances de GeoNature entre elles et d'avoir des flux et des échanges dynamique entre deux instances de GeoNature. Donc voilà pour compléter un peu l'écosystème à l'écosystème de l'écosystème, donc les outils périphériques aussi et les différents cas d'usage et types d'outils qu'on peut aussi brancher si on veut aller plus loin. Voilà pour l'introduction et le tour des modules. Maintenant, on aura une démonstration pour aller un petit peu plus loin et matérialiser, concrétiser tout ça. Merci beaucoup pour cette intro. Alors, il y a eu une petite question. Adrien, je ne sais pas si tu voulais la traiter maintenant ou toi, tu vas la traiter après dans les démos, justement, pour monitoring. Je vais en parler tout à l'heure quand on parlera de monitoring. Ça permettra d'y répondre. Super. Alors, je reprends le partage d'écran. Et on va passer donc aux démonstrations. Sauf s'il y a d'autres questions pour Camille. Tac. C'est pas la bonne. Ouais. Tac et tac. Est-ce que vous voyez mon écran? Ah non, c'est le mien là. Tu veux que je fasse moi les diapos ou tu veux les faire toi? Non, là, c'est la démo. Bah, là, on le voit. C'est OK. Augmenter un peu la taille de tout ça et bouger. Alors, merci Camille pour cette grosse introduction sur le système d'information très complet qu'est GeoNature. Je pense qu'on va avoir besoin d'un peu de visuel pour essayer de remettre tous ces modules dans leur utilisation peut-être quotidienne de certains, pour celles et ceux qui seraient présentes ou qui pourraient matérialiser comment ça fonctionne.
Alors, la démo de GeoNature, déjà, il faut savoir qu'elle est accessible par tous et toutes, tout le temps. Donc, à ce lien qu'on pourra mettre dans le chat démo GeoNature avec les mots de passe et utilisateurs admin et admin. Comme ça, vous pourrez reproduire ce qui s'est passé et ce qui s'est dit, euh, puisque ça a été enregistré. Donc, vous pourrez reproduire exactement mes mouvements. Donc là, c'est la démonstration disponible et mise à disposition par les écrins. Je switcherai entre notre démonstration et leur démonstration parce que certains modules sont plus à jour dans une démonstration que dans l'autre puisque c'est un outil en perpétuelle évolution. Donc là, pour commencer, GeoNature, à l'origine, il a été, comme disait Camille, développé pour satisfaire des problématiques de saisie de données naturalistes. Et la première chose à faire, donc, c'est avoir un outil, un module pour saisir une occurrence de taxon, Oxtax, aléatoire dans la base de données. Donc, cette saisie, elle se fait via ce module et vous allez arriver à ajouter un relevé selon différentes formes de géométrie. Ces géométries, ça va être soit un point, soit un transect, soit un polygone. Donc là, par exemple, on va aller plutôt du côté des écrins, faire un très long transect de 6 km à la Chapelle en Val-de-Marne. Lorsque j'ai créé mon relevé, donc soit une géométrie, soit un point que je peux avoir rentré manuellement, je vais choisir les observateurs présents dans ma base de données, donc les observateurs qui sont gérés via UserHub, présentés plus tôt par Camille. Je vais choisir ces observateurs qui étaient avec moi lors du relevé. Et surtout, je vais ranger mes données dans un jeu de données. On va voir pourquoi et comment on fait ça tout à l'heure avec le module métadonnées. Donc là, je vais mettre ça dans un contact aléatoire tout règne confondu parce que j'étais juste en train de faire du terrain et je notais tout ce qui me passait sous la main. Donc, je pars pour l'enregistrement de taxon et comme, encore une fois, l'a dit Camille, l'enregistrement de taxon, il est basé sur les standards nationaux du SINP. C'est-à-dire que la plupart des champs, voire l'ensemble des champs que vous allez retrouver ici, sont basés sur les nomenclatures et standards proposés par le SINP. Donc, la première chose, c'est de saisir un taxon. Ce taxon, c'est basé sur le référentiel taxonomique et pour chaque version, annuellement, vous avez une mise à jour au sein de TaxHub et GeoNature. Ça, on en parlera si vous avez des questions. Donc, les taxons, là, en ce moment, on est sur la fin de la migration du rouge-gorge. Et il va y en avoir qui viennent. Donc, un rouge-gorge, je vais lui donner des caractéristiques de mon observation qui sont pré-remplies. Donc, je l'ai vu et observé vivant. Si je veux ajouter des critères basés sur le standard de données du SINP, je peux rajouter la méthode de détermination, le statut biologique ou encore le comportement, avec des listes qui sont vraiment celles du SINP, ce qui est quand même plus facile pour le dépôt de données. On en parlera tout à l'heure. Et je vais noter le nombre d'individus que j'ai observés avec, si j'ai besoin, le stade de vie, l'âge et le sexe. Je peux ajouter un média. Là, j'ai peut-être des photos de rouge-gorge sous la main, mais ça, je ne vais pas forcément le faire maintenant. J'ajoute un dénombrement. Si j'ai envie, je rajoute une femelle parce que j'ai identifié, même si on va plutôt ajouter un âge parce que identifier une femelle d'un mâle, ce n'est pas possible. Donc, hop, indéterminé, on ajoute et à la fin, on va rajouter un champ additionnel qui n'était pas prévu. Ensuite, je peux ressaisir assez facilement un autre taxon. Donc là, cette année, c'est aussi un afflux de mésanges noirs. Et pour les ornithos présents ici, vous avez peut-être une donnée nommée, c'est même plus un afflux, c'est une invasion. Il y en a des dizaines de dizaines sur les côtes et dans les terres. Donc pareil, très vite, je peux ajouter des taxons avec le nombre qui me vaut et les médias. Et je vais pouvoir terminer la saisie. En haut à droite, vous avez une petite flèche qui vous permet de recommencer un relevé à partir du moment où vous terminez la saisie. Donc ça, je la notifie parce qu'elle est un peu cachée. Mais si vous voulez saisir à la chaîne plusieurs relevés,
vous avez cette petite case à cocher. Donc, je termine la saisie et là, je vais retrouver mes données sur mon transect avec mes deux informations. Si je clique sur les informations sur relevé, bah là, j'ai l'altitude minimale et maximum de mon relevé. Donc là, c'est quand même pas mal monté en très peu de temps. Il y a une bonne rando. Les observateurs et les taxons observés. Comme je vous l'ai dit, une donnée ou l'ensemble des données de ce relevé, elles sont rangées dans des jeux de données. Alors pourquoi on range ça dans des jeux de données? Eh bien, tout simplement pour une organisation structurelle et facilement les retrouver. Ces jeux de données, ce catalogue de jeux de données, ça s'appelle les métadonnées et c'est organisé selon deux grandes boîtes. La première boîte, c'est le cadre d'acquisition. Un cadre d'acquisition, c'est un grand ensemble selon lequel plusieurs jeux de données sont rangés, ces jeux de données vont avoir des caractéristiques communes. Là, par exemple, on a créé le cadre d'acquisition ABC pour Atlas de la biodiversité communale. Un ABC qui va avoir plusieurs jeux de données pour les inventaires mythologiques, les inventaires ordonates, les libellules, on pourrait mettre les orthoptères, les mammifères, bref, séparer nos cases parce qu'on va avoir soit des personnes qui fournissent des données qui sont différentes et de sources différentes, donc des ornithologues spécialisés qui vont nous envoyer des données qu'on veut ranger spécifiquement, soit des organismes, soit des taxons particuliers. Bref, ces jeux de données, c'est l'unité la plus petite de rangement. Comme le disait Camille, à la fois les métadonnées et les cadres d'acquisition et les jeux de données vont avoir des acteurs qui leur sont associés. Ici, par exemple, c'est Aurélie qui a créé le jeu de données et l'ensemble des personnes qui sont sur UserHub sont contacts principaux. Ces acteurs-là vont en fait pouvoir accéder aux jeux de données plus facilement selon la gestion des droits. C'est-à-dire que si Aurélie n'avait le droit d'accéder qu'aux jeux de données qu'elle a créés, eh bien, par exemple, elle aurait le droit qu'aux ABC, mais pas forcément aux données d'habitat, puisque aucun acteur n'est renseigné. Ces métadonnées, donc, si on voulait voir un jeu de données, elles permettront de trier vos informations. C'est vraiment le cœur, la base. C'est comme ça que l'a présenté Camille, et je pense que c'est comme ça qu'il faut le présenter au sein de vos structures et que c'est présenté au SINP. C'est comme ça qu'on va réussir à ranger une donnée, mais aussi à la remobiliser facilement et à la revaloriser. Parce que quand vous transmettez une donnée, s'il n'y a pas de contexte, la donnée, elle va être difficile à classer, à stocker de votre côté, à retravailler, bref, à utiliser. Donc, c'est vraiment le cœur de GeoNature et pour nous, le cœur d'une donnée d'observation. Vous avez toutes les informations qui pourraient vous intéresser sur une fiche descriptive du jeu de données avec le territoire couvert, les objectifs, des cadres d'acquisition, des acteurs, des créateurs. Et quand il y a des données, j'aurais pu en prendre des données, quelques statistiques sur les données avec le type de taxon qui est entré. Hop, je vais y aller si j'en trouve une qui a des données. Hop, celle-là, elle a 9 données. Ben voilà, contact aléatoire. Tout à l'heure, j'ai saisi 2 oiseaux. Donc, par exemple, mon jeu de données contact aléatoire, il comporte ces groupes taxonomiques-là. Donc, voilà pour les métadonnées. Donc, on a de quoi ranger, on a vu comment saisir et il y avait 3 autres possibilités pour le faire. Donc, une autre possibilité pour saisir des données, ça va être l'import de celles-ci. Donc là, l'import, c'est un module qui permet de faire la correspondance des champs entre un tableau CSV, un tableur Excel, un tableur n'importe lequel que vous auriez, de vos données historiques ou des données de partenaires qui vous arrivent, et vous voulez le mettre dans votre base de données sans le faire en SQL ou à le faire à la main une par une. Vous avez le module d'import où l'idée est d'ajouter dans un jeu de données, donc là on va retrouver tous les jeux de données actifs, donc on va en prendre un, je ne sais pas moi, inventaire naturaliste, site Natura 2000, vallée de la Niède, désolé je ne sais pas, vous savez s'il y a des gens qui sont offensés, donc je vais prendre le fichier que j'ai récupéré, donc là mon fichier, si on jette un très rapide coup d'œil, c'est 5 données. Donc là, on retrouve le lynx, des rainettes, ablette, le renard roux ou le rouge-gorge. Donc toutes ces données, j'ai envie de les ranger, de les importer directement sans les rentrer à la main. Donc je prends mon fichier,
qui a un encodage particulier et dont les coordonnées sont soit en WLS84, donc ça c'est le référentiel géographique international, soit en Lambert 93, qui est plutôt le référentiel géographique français. Donc là, en l'occurrence, je sais qu'elles sont en WGS84. Sinon, j'essaye de les transformer grâce à des outils prévus comme QGIS. Je fais suivant, et là, je fais ma correspondance des champs. C'est-à-dire que là, pour l'instant, avant une refonte qui vous sera peut-être présentée tout à l'heure, vous avez tous les champs que vous avez dans votre base de données, champs qui sont le cœur de la donnée qui vont apparaître en rouge, et vous avez, quand vous cliquez sur... Hop, je vais juste créer un nouveau modèle d'import. Démo. Non, c'était dans une version. Vous avez tous les champs que vous devez remplir en priorité pour que vous ayez le minimum, le cœur de l'observation. Donc, ce mapping des champs, moi, je vais vous montrer que ça, tous mes champs de mon tableau CSV, je les retrouve dans cette liste déroulante. Et mon but, ça va être de faire correspondre altitude min, altitude max, c'est des noms avec l'équivalent. Donc, je sais que je n'ai pas d'identifiant SCNP, donc je le génère. Là, il faut que je remplisse la date de début obligatoirement. Bon, par chance, j'ai une date de début. J'ai vu que j'avais une date de fin. J'ai une date de fin. On va aller assez vite. J'ai des observateurs. J'ai une géométrie en WKT. Un nom cité. Un CD-nom. CD-nom, 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 bien sûr, c'est dans l'ordre alphabétique. Et là, j'ai toutes les données minimales qui m'intéressent. Si j'avais en plus des données issues des nomenclatures du SINP, comme on l'a vu tout à l'heure, la technique d'observation, le statut biologique ou encore le niveau de naturalité, je pourrais les remplir. Et à ce moment-là, il faudrait que j'effectue une correspondance des nomenclatures. Ça, ce point un petit peu plus complexe, on ne l'abordera pas lors de la démonstration. Lorsque j'ai mappé ces champs, effectué un mapping entre les champs de mon tableau CSV et les champs de ma base de données, je peux enregistrer un modèle d'import. Ça, je l'ai fait hier, le webinaire 9.11, et en fait, le fait de l'avoir fait hier, ça va automatiquement me remplir tous les champs que j'avais déjà choisis. C'est-à-dire que si je suis amené de manière récurrente à obtenir un tableau CSV d'un certain format, alors j'enregistre le mapping une fois et puis je l'applique à chaque fois. Prenons un exemple d'un partenaire qui m'envoie des données tous les mois au même format. Eh bien, j'ai le mapping qui s'appelle partenaire A et à chaque fois qu'il va m'envoyer des données, je vais prendre son CSV, je vais faire le mapping. En 2 secondes, ça me remplit tous mes champs. Je clique sur suivant. Si j'ai fait des modifications, je les enregistre. Là, je ne les enregistre pas. Si j'avais des nomenclatures à mapper, c'est-à-dire une nomenclature, on avait vu la nomenclature âge, par exemple. Vous marquez comme âge jeune, adulte et immature. Et la nomenclature du SINP, c'est adulte, immature et juvénile. Il faut faire cette correspondance-là aussi grâce au module d'import pour rester au plus près des standards. Donc là, je n'ai pas de nomenclature. Je clique sur suivant et j'espère que mon import se marche bien. En l'occurrence, il a marché, donc il me montre sur la zone géographique en limite nord, limite sud, limite ouest et limite est de mes données. Il me montre lesquelles j'ai importées, donc les caractéristiques qu'elles ont, les observateurs, les noms cités, et me dit que je peux importer 7 observations qui sont valides. Une fois ces données importées, peut-être que là ma connexion ne lui plaît pas trop, ces données importées, elles seront rangées avec les autres données dans le jeu de données. J'espère que le fait qu'on soit en train de faire un partage, ça ne me mette pas plus de temps à planter, parce que là, les données sont valides, il n'y a pas de raison pour que ça tourne, mais si ce n'est le serveur. Voilà, donc mes données, j'ai 6 taxons différents qui ont 7 données, enfin j'ai 7 données pour 6 taxons différents qui ont été importées dans mon jeu de données inventaire natural d'une réserve naturelle. C'est un autre moyen d'apporter des données. L'avantage, c'est que toutes ces données-là, moi, je peux aller les voir. Et pour aller les voir, je vais chercher dans la synthèse.
Cette synthèse, c'est le cœur que vous montrez, le cœur du cœur que vous montrez Camille tout à l'heure dans son graphique vert, c'est que la synthèse, c'est elle qui reçoit tous les sources d'observation, que ce soit des protocoles différents ou des saisies de données aléatoires. Donc l'avantage, c'est que là, je peux jouer avec mes données, je peux chercher un taxon en particulier. Donc là, je vois qu'il y a pas mal de renards roux. Donc je vais aller chercher tous les renards. Hop, donc là, je retombe avec le référentiel taxonomique TaxRef, toujours. Je peux chercher, selon une date, une commune, des observateurs, des cas d'acquisition et de jeu de données. On retrouve l'intérêt de bien ranger ces données en amont. Je les recherche. Là, j'ai tous les renards roux qui ont été saisis sur ma base de données. Et je peux télécharger ces données pour pouvoir les exploiter si je faisais un travail sur le renard roux ou si un organisme me demandait de transmettre toutes les observations de cette espèce. Ça peut être très utile dans le cas des réseaux. On parle sur le réseau des grands prédateurs, le réseau ou l'observatoire des galliformes de montagne. Bref, si vous avez des données ciblées à envoyer ou à utiliser, vous pouvez les chercher facilement grâce à votre synthèse. L'export de données que je viens vous montrer là, il est basé sur les champs de la synthèse et contient l'ensemble des données et des champs du SINP. Si vous voulez faire des exports plus précis, vous pouvez les créer grâce au module d'export. Donc vous avez, si vous avez un peu de compétences en SQL, ce qui est un peu plus compliqué quand même à gérer, vous pouvez créer une vue de votre base de données et à partir de cette vue, créer un export. C'est-à-dire que vous allez choisir les champs qui vous intéressent depuis vos données d'observation et créer un export qui sera accessible via une API JSON, donc qui seront exposés via un service informatique, ou qui seront téléchargeables, encore une fois, à un format particulier. L'adresse de Théo est d'ailleurs mise parce que vous pouvez recevoir par mail le téléchargement s'il est important. Vous pourrez mettre bien sûr votre adresse mail. Donc, si je résume, on est capable d'importer ou d'envoyer des données d'occurrence, il est où Oxtax, il est là-haut, d'importer ou d'envoyer des données d'occurrence aléatoires dans la base de données grâce au module d'abord et grâce à Oxtax. Ces données, elles sont rangées en amont et pendant grâce au module métadonnées et elles peuvent être visualisées grâce à la synthèse pour qu'elles soient exportées et utilisées par la suite. L'objet nature, pour l'instant, ce n'est pas un outil qui permet le travail sur les données. Ce n'est pas sa portée. C'est la saisie, la gestion et la valorisation grâce à l'export ou grâce à un outil que nous verrons tout à l'heure. Il y a d'autres modules que je ne vais pas forcément vous présenter ici. Comme disait Camille, on peut saisir exactement, à l'instar de ce que fait Oxtax, des habitats précisément sur un territoire. Donc là, si on voulait aller en Corse et saisir une forêt, on pourrait selon les référentiels à bref. On peut avoir quelques statistiques sur vos données grâce au module dashboard, donc des statistiques par cadre d'acquisition, encore par le rangement, par rang taxonomique. Donc, par exemple, là, on voit que sur la démonstration de GeoNature, c'est principalement des animaux et des plantes qui sont mises en avant, enfin des animaux par rapport aux plantes. On n'a pas du tout les autres groupes taxonomiques. On pourrait choisir par classe ou par ordre, bref, des petites traits statistiques qui aident un peu à visualiser rapidement et à valoriser le travail des agents de terrain, pas du tout à en faire de la science, ce n'est pas l'objectif. Et des modules qui permettent la validation des données ou encore l'administration de votre base. Tout cela, on va les passer un peu parce que sinon, la démo, elle va durer longtemps et c'est surtout que c'est des modules un peu complexes. Donc, la saisie des données aléatoires, on l'a vu. Sauf que la donnée, ce n'est pas que de l'occurrence aléatoire. Ce n'est pas que des agents qui vont observer de manière aléatoire des espèces de plantes, d'animaux, ou que sais-je en termes de taxons. C'est aussi des protocoles scientifiques bien cadrés qui font soit l'objet de modules, donc les modules qui étaient sur la droite du schéma de Camille, soit l'objet d'un module qui génère des protocoles. Ce module, il s'appelle GN Monitoring, le module monitoring. Tous les protocoles qui sont, toutes les espèces qui sont monitorées. Il se découpe toujours de la même manière. Vous pouvez, pour une espèce ou un protocole donné, créer
un petit protocole qui va avoir toujours le même fonctionnement. Premier fonctionnement, c'est d'établir le protocole sur un site donné. Donc, vous pouvez gérer vos sites. Là, c'est tous les sites d'un protocole exemple, le protocole EDICNAME. Donc, avec le plan d'action EDICNAME, c'est important de monitorer cette espèce. Donc, vous avez tous ces sites et si vous voulez ajouter des données sur ce site, vous prenez le site et vous ajoutez une visite. Une visite, c'est un intervalle de temps selon lequel vous allez prendre des informations qui peuvent aussi s'apparenter à des métadonnées, mais surtout des données de contexte de la visite. Donc là, on retrouve nos observateurs, une date. Donc là, j'y suis allé ce week-end bénévolement. J'ai mon jeu de données, celui dans lequel doit être rangé mon protocole EDICNAME. Donc là, on va dire test Pays de Loire. Je dois au moins mettre la météo. Donc il n'y avait pas du tout de vent ce week-end. Et par contre, il y avait un peu de nuages. D'autres informations peuvent être remplies de manière facultative. Et je peux envoyer la saisie des observations. Donc, par défaut, le code de l'espèce EDICNAME est rempli, le CD non 3120. Si vous cherchez ça sur TaxRef, vous retombez sur EDICNAME. Je dois mettre une heure à laquelle j'y étais, un nombre d'oiseaux et une nature d'observation. Donc, j'y étais à 10h20. Je l'ai vu et entendu, et je peux en saisir plusieurs à différents instants dans ma visite. Donc là, je vais le faire qu'une fois. Et j'ai rajouté ma 59e observation de mon module EDICNAME. Si je retourne sur l'accueil, sur ça, vous avez tous les protocoles que vous pouvez gérer. Donc là, on retrouve le suivi temporel des oiseaux de montagne. On imagine bien que le stock proposé par la LPO initialement peut être mis, mais aussi tous les protocoles qui ont la même manière de fonctionner. C'est-à-dire, vous vous rendez à un endroit de manière régulière et répétitive dans l'optique de faire une visite afin d'observer une ou plusieurs espèces. Ça, c'est vraiment la plupart des protocoles qui sont gérés comme ça. Si votre protocole est plus complexe, alors il peut faire l'objet d'un développement spécifique. Donc, on a vu les données de protocoler. Après avoir vu les données d'observation aléatoire, la manière de les gérer. Donc, ces données, elles arrivent aussi dans le cœur des GeoNature, dans la synthèse. Et maintenant que vous avez tout dans votre base de données, eh bien, il faut utiliser ces données et les valoriser. On a vu que vous pouvez les utiliser en les exportant. Ces exports, ça vous permet de les envoyer au SINP. Quand vous êtes un organisme public, c'est une redevabilité que d'envoyer vos données aux SINP régionaux et puis aux SINP nationaux. L'avantage, c'est que la plupart des SINP régionaux et nationaux sont équipés de GeoNature, ce qui va vous permettre d'avoir les champs pareils et de vous faire un export qui soit au même standard que celui demandé par le niveau national et importable facilement par le niveau régional et transmissible facilement. Mais vous pouvez aussi valoriser à l'échelle de votre territoire vos observations naturalistes. C'est l'objectif et l'utilité de GeoNature Atlas. Donc, GeoNature Atlas, il n'en a pas parlé longtemps, Camille. Ça a été initié par le Paris des Écrins, par Théo, qui va parler tout à l'heure, dont le but est de montrer assez basiquement des informations sur les données de vos territoires, les données, on va dire, transmissibles, hein, pour pas parler de toutes les données validées, non validées, sensibles, pas sensibles. On va passer ces débats qui ne sont pas de notre ressort, mais du ressort du niveau national. Et donc, en quelques chiffres, vous avez les informations sur vos données avec le nombre d'espèces. Là, j'ai passé aussi le fait que vous pouvez présenter votre structure, les partenaires de la structure, des images qui vont vous permettre d'accéder à des fiches espèces et les dernières observations. Donc ça, c'est l'observatoire, enfin l'atlas du parc naturel régional de la Forêt d'Orient, un des derniers équipés en date, je crois, qui, en ce moment, il a les espèces hivernantes qui arrivent, avec la migration des grues qui est extraordinaire à suivre sur ces périmètres, mais aussi les signes de béouide qui arrivent, il va y avoir les oies des moissons, les fuligules, bref, beaucoup d'espèces qui vont être relevées et donc connectées aux géonatures du parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Très régulièrement, vous avez un rafraîchissement de ces informations-là et vous pouvez trouver dégradé à la maille pour ne pas avoir la donnée précise, c'est un choix, mais certains montrent la donnée précise, comme les écrins.
toutes les observations à un endroit donné. Vous pouvez rechercher une espèce plus particulièrement. Donc là, soit je tape signe de Bewick ici, soit j'accède à sa fiche espèce directement. Donc la fiche espèce, ça permet d'être beaucoup plus précis en se basant soit sur des descriptions données par les membres du parc, soit en utilisant des descriptions issues du SINP. Vous avez aussi l'endroit où il y a le plus de chances de les observer, ou pas forcément le plus de chances, mais du moins où elles ont été le plus observées. Il ne faut pas confondre aussi que ce n'est pas forcément de la science, c'est le biais de là où l'observateur va réaliser le plus de temps d'observation qu'il faut prendre en compte. Donc, il y a une très jolie description du cycle des Bewick, de l'audio, des images qui sont assez sympas. Bref, une espèce qu'on retrouve que là-bas. D'ailleurs, en France, il y en a un peu en Camargue. Des communes, des observateurs qui permettent de valoriser votre travail au quotidien auprès du grand public. Avoir des fiches de communes aussi. Ces fiches communes, je ne sais pas si elles ont été reprises parce qu'on vous parlera d'une nouvelle version de GeoNature Atlas qui arrive. Mais bref, c'est un moyen, à partir de votre base de données, de montrer votre travail au grand public. Ceci étant fait, je pense que j'ai fini la démonstration. Aurélie, tu peux me dire si j'ai oublié quelque chose, mais je pense que nous avons vu le rangement des données, la saisie des données protocolées et non protocolées, l'import des données, la gestion de celles-ci avec quelques filtres au niveau de la synthèse, l'export des données. On est passé sur d'autres protocoles et on a vu un petit peu un joli atlas qui permet de montrer le travail que vous faites. Donc là, je sais qu'il y a pas mal de réserves, de parcs naturels régionaux qui souhaitent montrer que leur territoire, ce n'est pas que des limites administratives, c'est aussi une biodiversité qui est préservée et étudiée quotidiennement. Je vais donc redonner la main à Lilia et vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Effectivement, donc après cette démonstration, n'hésitez pas à poser vos questions. J'ai vu qu'il y en avait dans le chat qui ont été répondues à l'écrit. Et donc, ouais, non, là, il n'y en a pas de nouvelles. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Bonjour à tous, pourrions-nous avoir l'enregistrement de ce webinaire? Oui, l'enregistrement sera diffusé par un lien qu'on pourra vous renvoyer par mail et qui sera sur notre site internet. Bon, eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut continuer. Hop. Donc, on va passer au projet en cours et à la roadmap. Donc, Aurélie, est-ce que c'est toi qui reprends cette partie? Yes, affirmative. Bonjour à tous, je me représente très rapidement. Aurélie Jambon, je suis responsable comme Adrien Pajot du pôle connaissance de la biodiversité à Natural Solutions, et ça consiste entre autres à suivre et à gérer les projets GeoNature faits au sein de Natural Solutions. Donc là, je vais vous présenter un peu les derniers projets qu'on a réalisés au sein de Natural Solutions pour GeoNature. Le premier consiste à développer le module pour gérer les zones humides. Il a été commandé par le Parc naturel régional du Luberon. Et comme l'a dit Camille tout à l'heure, c'est en fait un module avec un formulaire assez conséquent qui permet de caractériser des zones humides sur un territoire avec les différentes caractéristiques d'une zone humide, des impacts qui peuvent la toucher, et d'établir une hiérarchisation des actions à effectuer sur ces zones humides. Il est en cours de finalisation, vous pourrez le tester sous peu, d'ici la fin de l'année, si tout va bien. Je peux passer au module suivant, à part s'il y a des questions sur ce module-là. Ce module est accompagné d'un atlas qui est, à l'instar de l'atlas dont vient de parler Adrien Pajot, est un atlas plus sur les habitats, c'est le premier de la sorte, et qui permet donc une visualisation grand public des différentes caractéristiques des zones humides du territoire, et de télécharger une fiche de synthèse avec les différentes informations de cette zone. Ensuite, nous avons actuellement un travail qui est effectué sur le module d'import, qui est réalisé en parallèle d'une refonte complète par Élie Boutier des Écrins. De notre côté, on réalise quelques fixes
sur le module actuel pour qu'il soit plus facile à utiliser, plus ergonomique et avec plus d'informations. Donc, c'est un projet qui est fait avec l'association Flavia et Donovan et en interne par Maxime Vergès, notre développeur. Et donc, vous pourrez retrouver les différents tickets des réalisations qui sont... J'ai perdu le lien, pardon, excuse-moi. Qui sont effectués en ce moment sur le projet GitHub dont le lien est affiché sur la slide. Tu peux du coup changer de slide. Merci. Un autre projet consiste en un module de l'Atlas, cette fois-ci, commandé par le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient, qui a pour objectif de valoriser les données des observatoires du parc. Donc, ça peut être des données d'observatoires qui sont caractérisées par des petites maisons sur la carte. Donc, c'est des observatoires en dur. Et d'autres points d'observation qui sont des pinpoints ici sur la carte. Tout ça a pour but de valoriser les données produites par les naturalistes employés par le parc sur place et donc d'avoir une visualisation quotidienne des données des espèces caractéristiques du parc et qui sont donc à valoriser notamment au niveau du tourisme. Donc, le parc naturel régional de la Forêt d'Orient a prévu d'intégrer cette carte et ce module dans son site internet. Ce sera aussi disponible sous très peu. Et là, je vais laisser Adrien Pajot décrire cet atlas car c'est celui qui l'a réalisé au cours de sa mission CoBiodiv. Merci. Très rapidement, la mission CoBiodiv, c'était un atlas transfrontalier entre l'Italie et la France. Et le but, c'était de montrer qu'on était capable de faire un atlas à l'échelle des Alpes et d'améliorer l'outil actuel pour le rendre multilingue, petit carré à droite, avoir des fiches sur les organismes, petit rectangle tout en haut, avoir le bandeau des partenaires intégré sur l'Atlas Alcotra automatiquement dans une nouvelle version et enfin avoir des fonctionnalités comme les nouvelles espèces observées. Donc tous ces développements supplémentaires qui ont été réalisés et je les remercierai encore et toujours par Corentin et Mathilde qui ont fait un super boulot. N'hésitez pas à embaucher des stagiaires de cette qualité, je leur fais une petite pub, qui ont pendant 2-3 mois travaillé sur cet atlas au sein de l'équipe des écrins avec Théo, Élie, Camille et moi. Voilà pour GeoNature Atlas V1.5 qui sera réalisé, j'espère, sous peu, mais c'est un gros travail. On a quand même du travail à reprendre sur le multilingue et espérer le faire quand on a du temps. Donc on se voit demain avec Théo pour ce sujet. On espéra faire ça avant la fin de l'année. Merci beaucoup. Alors, on va passer à un petit atelier dynamique. Pour cela, on va vous poser quelques questions. Pas comment, on t'a pas l'impression d'être muté, mais ça a sauté ton son. Ah. Là, c'est à Théo de parler. Écoute, je prends la main ou pas, si tu es, Lilia? Ouais, je suis là si vous voulez. Super. Partager mon écran. Marche pas. Eh ben, écoute, je fais la transition. Avant de passer à l'atelier dynamique, Théo doit présenter tous les projets qu'il y a du côté des écrins ou dont ils ont connaissance. Donc Théo, tu as la main pour faire le partage. Et merci de remplacer Camille qui a eu une impossibilité de dernière minute. Hop, vous voyez mon écran, c'est bon? Allô? Oui, c'est OK. Ok, Oui, super. on voit bien ton écran. Alors, je mets plein écran. Juste pour me présenter rapidement, je suis Théo Lechemia, je suis développeur au Parc national des écrins. J'ai beaucoup développé sur GeoNature. Et donc là, je vais vous présenter les projets en cours et à venir sur le projet GeoNature. Rapidement pour les projets en cours, il faut savoir que GeoNature est utilisé dans le cadre du projet DepoBio. DepoBio, c'est un projet national qui fait suite à une loi en 2016 qui oblige toutes les données issues de
d'études d'impact en environnement de tomber dans le domaine public, donc d'être remonté au SINP. Donc le ministère a mis en place une plateforme de saisie de données pour que les bureaux d'études qui fassent ces études d'impact puissent saisir les données et qu'elles remontent dans le SINP. Et donc dans ce cadre de ce projet, le ministère a choisi GeoNature pour être la plateforme nationale de saisie de données. Donc c'est ce qui a permis le développement de GeoNature 2 et sa refonte, et notamment donc, le développement du module Octax, le développement du module d'import et de la synthèse. Donc voilà, ça fait 2 ans que GeoNature est utilisé au niveau national par le ministère sur ce projet-là. Autre projet en cours, c'est le projet GINCO, donc lui qui est piloté par le Muséum d'histoire naturelle, le MNHN et l'UMS Patrinat, qui a choisi depuis 2019 GeoNature pour devenir l'outil qui met à disposition des SINP régionaux qui n'ont pas d'outils pour faire de la saisie de données, de la synthèse et de la mise à disposition des données de biodiversité. Donc on a actuellement 6 régions qui utilisent GeoNature au niveau régional des SINP régionaux. Et dans ce cadre-là, donc le MNHN, donc l'UMS Patrinat, finance un poste à 100% qui fait du développement sur GeoNature. Voilà. Projet en cours aussi, c'est le projet SI Passage à Faune. Donc un système d'information qui permet de suivre la biodiversité le long des autoroutes et des lignes de chemin de fer. Donc pareil, c'est le ministère de l'écologie qui est aux manettes avec le CEREMA. Ils ont choisi GeoNature pour être l'outil des SI Passage à Faune et plus particulièrement le module monitoring. Donc c'est un module, Adrien l'a présenté tout à l'heure, un module où on fait du suivi par site. Donc là, ça se prête bien à ce projet-là. Et donc dans ce cadre-là, ils ont embauché un développeur au Parc national des Cévennes qui est à 50% sur le projet et qui va travailler sur l'amélioration du module monitoring. Donc voilà, encore une ressource sur le projet. Autre projet aussi à venir sur 2021, c'est le projet suivi éolien. Donc c'est un projet de suivi de chiroptères sur les parcs éoliens partout en France. Et donc toujours pareil, le ministère de l'écologie et l'UMS Patrinat à la manette et qui a choisi donc le module monitoring de GeoNature pour effectuer ce suivi. Et donc là, c'est une prestation du prestataire Logilab qui a été retenue et donc qui va travailler sur le développement donc, de ce suivi éolien dans le module monitoring. Donc encore, voilà, l'idée c'est il y a plein de projets nationaux comme ça qui viennent financer des projets un petit peu particuliers et on essaie à chaque fois que tout soit remis dans le tronc commun de GeoNature et que ça bénéficie donc là au module monitoring en l'occurrence. Autre projet en cours pour 2021-2022, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a eu des appels à projets du SINP pour l'amélioration du système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel. Il y avait donc des appels à projets qui ont été lancés. Et il y a eu 4 lauréats de cet appel à projet, dont 3 projets sur GeoNature. Un projet qui est porté par Picardie Nature sur le développement d'un module de validation qui est un autre module de validation que celui qui est dans le cœur de GeoNature, avec quelques spécificités. C'est plus de la validation donnée par donnée. Voilà, donc une petite enveloppe pour développer ce module-là. 2 autres projets. Un projet qui va être mené par l'association Flavia, qui était à l'origine donc du GeoNature mobile, donc Octax mobile. Donc là, pareil, donc des sous pour améliorer l'application Octax mobile. Et enfin, on a parlé tout à l'heure, dans le chat, on a parlé des flux de données entre GeoNature, entre SINP. C'est un gros point noir, les échanges de données. On fonctionne encore avec des fichiers. Et donc là, il y a un petit outil qui a été développé par la LPO, par Frédéric Cloître, qui s'appelle GN2PG, qui permet de mettre en relation différents GeoNature via des API. Et donc le SINP est très intéressé par ça, parce que comme dans le cas du projet GINCO, ils ont GeoNature. L'idée, c'est de pouvoir mettre en relation ces GeoNature et que les flux de données entre plateformes soient beaucoup plus fluides. Ensuite,
plus par rapport aux fonctionnalités qui vont être développées dans GeoNature et ou qu'ils sont déjà. On a un petit développement qui a été fait par la SHF Géophyte et qui a été repris par le PNE. C'est les champs additionnels. Adrien l'a montré très rapidement dans Octax tout à l'heure. Donc le module Octax, comme vous l'avez vu, il permet de faire de la saisie de données très simple, de l'occurrence de taxons, basée uniquement sur les standards occurrence de taxons. Mais des fois, dans le cadre d'un protocole, dans le cadre d'un jeu de données, on va vouloir ajouter un champ, deux champs pour aller plus loin et aller plus finement dans la collecte de données. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une petite interface d'administration qui permet, jeu de données par jeu de données, d'ajouter des champs additionnels. Donc là, je suis sur, par exemple, j'ai sélectionné mon protocole, mon jeu de données Flore Station, et vous voyez que j'ai des champs additionnels qui vont s'ajouter uniquement pour ce jeu de données Flore Station. Donc c'est assez sympa parce que sans développement supplémentaire, ça permet d'étendre le module Octax de manière assez infinie. Pareil, dans le chat, on a parlé tout à l'heure de validation de données. Ça, c'est pas encore sorti, ce sera dans la version 2.9 de GeoNature. C'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a appelée profil de taxon, qui permet, en fait, à partir des données qui sont déjà dans la base GeoNature, de créer des profils par espèce. Donc, par profil, on entend première date d'observation, dernière date d'observation, altitude minimum, altitude maximale de l'observation, et aussi aire optimale, enfin aire de répartition de l'espèce dans le territoire. Donc, ce profil de taxon, il va nous permettre d'aider à la validation. Donc là, vous voyez, donc là, on est dans le module de validation et on va pouvoir attribuer un score à chaque observation en fonction, en comparant l'observation vis-à-vis du profil de l'espèce. Donc là, vous voyez que mes observations, elles ont pas l'air d'être très bonnes. J'ai des scores de 0 sur 3, des scores de 1 sur 3, jusqu'à 2 sur 3. Donc ça va permettre d'améliorer la validation et d'aller plus vite pour repérer des données qui sont un petit peu anormales. Donc on a ça dans le module de validation et on a aussi ça dans le module Octax. On a mis en place des alertes donc, qui contrôlent encore une fois le profil. Donc on saisit notre taxon, il va regarder l'altitude, il va regarder la phénologie et la répartition. Et si la donnée est exceptionnelle, on va pouvoir lever des alertes, dire attention, ce taxon n'a jamais été observé là, entre 3400 et 3400 mètres d'altitude. Donc, encore une fois, pour éviter des erreurs à la saisie et faire de retours directs à l'utilisateur quand il fait de la saisie. Autre projet, celui-là, je le connais un petit peu moins, mais c'est un projet qui est en train d'être développé par la SHF, il me semble, en lien avec le prestataire Géophyte. C'est le développement d'un module GeoNature CMR, donc capture, marquage, recapture. Donc, c'est des protocoles individus centrés. Donc, on va pouvoir faire du suivi d'individus, on recapture toujours le même individu, on va faire des mesures sur celui-ci, on le relâche et on vient le recapturer plus tard. Voilà, c'est un module GeoNature qui est en train d'être développé pour faire de la CMR. On a quelques captures d'écran. Et enfin, pareil, un petit projet qui a été développé par le CBNA qui va sortir dans la 2.9.0. C'est l'amélioration dans la synthèse des filtres via des filtres sur les statuts de protection. Récemment, on a intégré dans GeoNature la BDC statut, donc qui regroupe tous les statuts de protection. Actuellement, dans GeoNature, on pouvait filtrer sur les statuts, mais c'était assez limité. Là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin, filtrer par liste régionale, liste rouge, statut de protection, qui soit départemental, national, etc. Donc ça, c'est un petit développement qui a été fait par Jean-Pascal Milsan au CBNA et qui sera très bientôt intégré. Et pour finir, des petits projets, enfin plutôt des gros projets qui sont des gros projets de fond qui sont menés par l'UMS Patrinat et ELI au Parc national des Écrins. Ils concernent notamment les plateformes Ginkgo, mais qui vont concerner tous les GeoNature. C'est le floutage des données sensibles. Donc actuellement, dans la synthèse, on n'avait pas de floutage, les données étaient diffusées telles quelles. Et là, on va pouvoir, en fonction du référentiel de sensibilité nationale ou locale, pouvoir flouter les données quand on les ouvre à des partenaires. Voilà. Et l'UMS Patrinat et ELI vont aussi faire une refonte du module d'import
et des permissions. Ah oui, dernier petit projet, ça c'est un projet qui est mené par la LPO et un bénévole de la LPO qui est en train de développer le pendant mobile du module monitoring, donc pouvoir faire du suivi de site directement sur le terrain sans passer par l'interface web directement sur l'application mobile. C'est un développement qui est fait en React et voilà, par un bénévole. C'est tout pour moi, pour les actus GeoNature. Merci beaucoup Théo. Alors juste avant le petit atelier collectif, Aurélie va nous présenter un GeoNature Citizen, donc pour les sciences participatives. Je te laisse partager ton écran. Oui. Alors, c'est juste pour faire un petit point sur GeoNature Citizen, parce que on a parlé de beaucoup de tous les modules consacrés aux experts dans l'environnement GeoNature. Et il en existe un en plus. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Yes. Oui. Qui s'appelle GeoNature Citizen et qui est consacré aux sciences participatives. À la différence de ce qui peut exister, par exemple, avec les applications naturalistes ou iNaturalist ou l'INPN-espèce, par exemple, qui consiste à faire des données d'occurrence, au final, aléatoires et qui sont plus faits pour les amateurs quand même très sensibilisés. GeoNature Citizen permet de créer des programmes avec des protocoles qui peuvent être spécifiques ou non, et d'orienter plus les citoyens, par exemple avec la plateforme J'observe mon parc, encore une fois, du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient, qui a fait 4 protocoles, 4 programmes pour, par exemple, l'inventaire des grands échassiers. Donc là, c'est pas spécifique. On voit que c'est pour une classe d'oiseaux. Et donc, les citoyens peuvent ajouter des observations en s'inscrivant ou non, ce qui permet d'enlever un frein en plus, mais de caractériser de manière moins importante la donnée via une sélection d'espèces, une date, un dénombrement, un ajout de photos et bien sûr une localisation sur une carte. Sachant que ces formulaires sont entièrement configurables à la création d'un programme pour choisir ce qu'on veut demander aux citoyens. Voilà, c'était une petite présentation rapide de cette plateforme qui est installable par instance de la même façon que GeoNature et sur laquelle les utilisateurs et les administrateurs sont libres de créer les programmes dont ils ont besoin. Donc si vous voulez plus d'informations, pas de souci, je suis à votre disposition pour des questions. Je pense que tu peux reprendre. Super, oui. Je vais reprendre le partage d'écran. Ah, il y a une question. Allez-y. Bogi. Alors, bonjour Aurélie. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Merci. Ok, je suis Boki Eli de l'ONG ACBCI, Côte d'Ivoire. Et nous avons l'habitude d'interagir avec les gestionnaires des parcs. Et je vois que ces programmes mis en place pourraient être d'une utilité grande pour ces gestionnaires-là. Et donc, savoir qu'une personne qui n'a pas forcément de connaissances en informatique pour pouvoir développer certaines applications, comment il fait pour pouvoir mettre ça en place pour eux? Je vais prendre la réponse à cette question. Donc, comme l'a dit et énoncé au début Camille, premièrement, ce sont des outils open source, gratuits et libres d'accès. C'est-à-dire que si vous aviez des compétences ou le moyen d'acquérir ces compétences, vous pouvez vous les installer tout seul. Ensuite, des prestataires. Donc là, on a cité Geofit, nous en sommes un. Il y a des freelances, peuvent être amenés à vous installer votre instance, votre propre GeoNature, votre propre GeoNature Citizen, grâce à leurs compétences techniques et vous soutenir sur ces projets qui sont voilà, des compétences particulières à acquérir. Nous, on est naturaliste et informaticien, vous êtes gestionnaire de parc, chacun a des métiers bien propres et s'il vous manque des compétences, des personnes peuvent vous les apporter. D'accord. Ok, ça marche.
Ça marche. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Je n'ai pas très bien entendu ce que vous venez de dire concernant l'intégration des statuts d'espèces. Est-il possible de lier l'ensemble des statuts de protection au niveau national et régional aux espèces? Et le lien est-il établi via l'API TaxRef? Je peux répondre là-dessus si tu veux, Lydia. Ouais. Donc la BDC Statut, c'est la base de données connaissances qui est fournie par le Muséum d'Histoire naturelle et donc qui regroupe tous les statuts de protection régionales, départementales, nationaux et qui sont liés directement aux espèces, quoi, aux taxons. Donc on a pour telle protection le CD-nom qui est associé. Donc c'est directement lié à TaxRef. Et donc, on a intégré ça dans GeoNature et vous pouvez donc facilement faire des filtres dans la synthèse et filtrer par liste de protection départementale, régionale, liste rouge, liste nationale. Super, merci. Hop. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à l'atelier. Troisième question là, dans le Ah. chat de Agatha. Je prendrai le temps d'y répondre après qu'on ait fini cet atelier parce que je pense que ça amènera des discussions. Donc, comme elle est assez longue et qu'il y aura peut-être des échanges, j'y répondrai après si ça ne vous dérange pas, Agatha. Très bien. Ok. Alors, je vous laisse poster les questions, Adrien, Aurélie ou Iman. Oui, on s'en occupe. Aurélie prend la main à l'oral et je prends les questions. Donc, le but, c'est de vous poser 3 petites questions pour avancer. Donc, on a vu les démonstrations des outils. On sait que c'est des outils qui sont open source, donc il y a des communautés derrière. Et l'idée, c'est d'illustrer un peu le process pour arriver au développement d'un projet. Hop. Aurélie, tu veux faire la slide maintenant des étapes? Ou c'est Adrien qui l'a fait? Non, je la ferai à la fin. Ok. Donc la première étape, c'est pour savoir qui utilise déjà GeoNature parmi vous. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà, qui font déjà partie de la communauté, d'autres qui souhaiteraient la rejoindre, je pense. Et donc là, vous avez un petit form dans le chat. Où il suffit de cliquer, tout simplement, sur oui ou non. Donc là, on voulait essayer de caractériser un peu, voir quelle personne on avait parmi nous, voir si les gens connaissaient déjà GeoNature ou pas, et voir à quel point on aide. Et là, pour l'instant, on voit que beaucoup des présents ont GeoNature, même si ça Ouais, c'est s'équilibre. moitié-moitié quand même. Hein. Ouais, on est à 50%. Ça arrive à 50-50. Et donc, une question suivante, dans les questions suivantes, on va essayer de voir un peu, pour ceux qui ont GeoNature, voir à quel point vous en êtes satisfait et comment vous l'utilisez. Et peut-être qu'on posera une question aussi, savoir si ceux qui n'ont pas GeoNature, si vous avez trouvé la démonstration claire ou pas, pour voir si ça répond aussi à vos besoins actuels futurs. Donc actuellement, là, on a quand même plus de personnes qui ont répondu qui n'ont pas GeoNature, même si ça ne se joue pas à grand-chose. Il y en a 18 personnes qui ont GeoNature et 22 qui ne l'ont pas. Ouais, 19 maintenant. Sur combien de personnes aujourd'hui? 60, je crois. 63 dans cette conversation Teams. Il laisse encore un peu de temps pour répondre et la question suivante va arriver. Bon, 3, 1. C'est parti. C'est pas parti. Si, ça y est. Donc, une question sur l'utilité des modules, savoir quels sont les modules les plus utilisés aujourd'hui pour avoir un peu un aperçu de la communauté et de ce qui est vraiment utilisé. Hop. Donc les réponses commencent à arriver.
sans grande surprise, on a quand même beaucoup de Oxtax et de synthèse, qui sont les premiers modules de GeoNature, on va dire. Il y a quand même pas mal de GeoNature Atlas également, avec 10 personnes qui ont répondu qu'ils utilisaient GeoNature Atlas. Oxab est quand même utilisé par au moins une personne. Vraiment le début de ce qu'on entend de l'utilisation des occurrences d'habitat, la caractérisation des habitats, ça a vocation à être de plus en plus fait. Mais Oxab, pour l'instant, est un peu en crash test, on va dire, à ce niveau-là. Donc là, avec les réponses actuelles, on a 14 personnes qui utilisent régulièrement Oxtax. On a 15 personnes qui utilisent la synthèse, 12 qui ont des atlas, quand même les 3 les plus utilisés. Seulement 3 qui utilisent le module monitoring. Et les métadonnées sont quand même pas mal utilisées, même si je pense que c'est un module qui va l'être de plus en plus et qui va rentrer dans les mœurs pour caractériser de la façon la plus détaillée possible les données. Puis c'est aussi une vocation de la part du SINP que la donnée soit caractérisée de la manière la plus détaillée possible. Donc là, il y a 7 personnes qui l'utilisent de façon régulière. La question suivante va arriver. Hop. La démonstration vous a-t-elle apporté? Il manque un petit mot là. Oui, non, je connaissais déjà. Est-ce que ça ne nous a rien apporté parce que vous connaissiez déjà? Est-ce que ça ne nous a rien apporté parce que ça ne nous intéresse pas? Ou est-ce que vous avez été intéressé et vous en avez appris aujourd'hui? On a quand même pas mal de personnes qui ont appris des choses. C'est rassurant pour nous. Ça n'a pas servi à rien. Il y a des personnes qui connaissaient déjà. C'est aussi bien qu'elles soient là. Ça permet de montrer que la communauté n'est pas constituée que par nous et qu'elle est quand même dynamique et avec différentes personnes qui sont capables de répondre aux questions. Les connaissances sont partagées par un certain nombre de personnes. On en parlera aussi après c'est quand même une notion importante pour la constitution de nouveaux projets quand on a de nouveaux besoins. C'est important d'en parler aux différentes personnes de la communauté, savoir si c'est déjà en cours, savoir si d'autres personnes en ont besoin. Donc là, ça commence à se tasser au niveau des réponses et la nouvelle question va arriver. Une question qui est à répondre en direct dans le chat. Voyez-vous un manque dans GeoNature? Est-ce qu'il y a dans votre utilisation quotidienne, pour ceux qui l'utilisent, des choses qui vous manquent au quotidien? Et pour ceux qui ne l'utilisent pas, des choses qu'on n'aurait pas dites et que potentiellement on vous répondra que ça existe ou pas. Et ça peut être intéressant de voir où on en est au niveau des besoins et des potentiels futurs projets. On a une question qui est apparue, enfin une affirmation plutôt. Donc, s'il n'y a pas de questions là-dessus, si vous ne voyez pas de manque, alors, donc il y a deux informations qui sont arrivées dans le chat. La première de Julien Godon, qui dit qu'à titre informatif, l'orientation pour l'Île-de-France semble être la suivante. La base GeoNature serait créée à court terme et gérée par l'Agence régionale de la biodiversité Île-de-France. Hop, ça remonte. Compétences internes permettant aux gestionnaires type réserve naturelle, en ce qui me concerne, sans compétences informatiques en interne, de saisir les données sans avoir à gérer les problématiques de maintenance. Intéressant pour la communauté, donc. Je vais passer la main à Adrien Pajot pour la suite des questions. Alors, à l'image d'un module de zone humide, est-il un projet, un module pelouse sèche? Tu es mute, Adrien.
tu es mute. Aurélie? Je pense qu'il ne nous entend pas. Bah ouais. Oyez, oyez. Adrien, tu es mute. Ça s'est remuté. Oui, donc on n'a rien entendu de ta réponse. D'accord, super. Donc j'en étais où quand ça s'est remuté tout seul? Du coup, c'était sur la question des pelouses sèches. Ah oui, d'accord. Donc j'en étais pas. Donc à l'image du module zone humide, est-il en projet un module de pelouse sèche? On va voir comment on passe d'un besoin d'une question à un projet avec Aurélie dans un instant. Caroline partage que la correspondance avec la plateforme des Pobio est à améliorer. Un sujet intéressant parce qu'il Géonature étant basé sur les standards nationaux, les correspondances devraient pouvoir s'effectuer facilement, mais je n'ai pas l'habitude de déposer mes données sur Depotbio. J'ai plutôt l'habitude de les gérer soit en automatique, soit de faire des exports ou des imports. Donc, il faudra plutôt peut-être voir avec Théo ou Ellie qui sont présents. N'hésitez pas à prendre la main pour cette question-là. Philippe nous souligne que pour un bureau d'études, il faudrait pouvoir éditer facilement le tableau de la synthèse des statuts sur un site donné. Et bien, comme présenté à l'instant par Théo, sa base de connaissances statut est arrivée dans Géonature pour pouvoir avoir accès facilement au statut des espèces dans la synthèse. Donc, cette question elle est déjà répondue, ou alors elle va l'être dans la prochaine mise à jour de votre Géonature. Une mise à jour en clic-bouton. C'est un sujet de fond demandé par Zachary qui se demande si les mises à jour régulières, puisqu'il y a une communauté très dynamique autour, peuvent se faire au clic, un peu comme on ferait pour une mise à jour Microsoft. Acceptez-vous la mise à jour? Eh bien, pour ça, en partant d'une application métier aussi complète que complexe, il y a des améliorations à mener. Le travail important d'Eli et d'autres personnes vont permettre, on espère, de faciliter à la fois le processus d'installation et de migration. On travaille dessus, on réfléchit à des processus informatiques de type dockerisation, bref, des processus qui sont complets et complexes et dont on va avoir besoin à la fois de ressources techniques, de ressources économiques, mais aussi de ressources humaines pour les traiter, parce que je pense qu'Elie pourra le souligner mieux que moi. Aujourd'hui, il n'y a pas de service de maintenance Géonature spécifique autre que les personnes qui maintiennent soit bénévolement, soit dans le cadre de leur travail. C'est pour ça il est important de mobiliser aussi ces questions de fond et d'y répondre grâce à 3 axes présentés tout à l'heure. La fluidité de saisie sur site lorsque l'opérateur saisit tout type de taxon faune, par exemple. Je pense que ça vient avec Oxtax Mobile. Donc, il y a une application mobile que je vous invite à tester si vous avez Géonature pour voir si cette fluidité est permise sur le terrain directement. Tester plus en profondeur. J'aimerais bien le faire. Sur des Pobio, vous pouvez le faire pour Prod Mapping, machin. Adrien, tu es mute. Oxa peut être utilisé pour tous les outils d'Amita. Blablabla. Maxime Thomas, maire au fond du module, acquiert la possibilité de se donner au cœur de Oxtax. Alors, Maxime Thomas parle d'un développement sur le module d'import. Si Elie est là, il répondra mieux. Ou Théo, mais en tout cas, la possibilité d'importer ces données autre part que dans Oxtax, c'est un développement dans 2 coups, je crois. En attendant, il y a une refonte du module actuel et puis une possibilité d'importer dans d'autres modules. N'hésitez pas à prendre la main, les gars, si vous avez moyen. Sinon, si la réponse vous suffit, on va pouvoir passer à le processus de création d'un projet à partir d'un besoin, parce que ça souligne le fait qu'il y ait des demandes, mais que les demandes, il n'y a pas des gens pour les faire, il y a aussi des personnes qui doivent les transformer en projet. Il y a une dernière question, juste qui vient d'arriver. Quel import de photos de l'INPN et une barre d'échelle seront-ils proposés dans le futur? L'API TaxRef
de l'INPN nouvellement formé va pouvoir être utilisé un peu plus facilement et les imports de photos de l'INPN sont déjà disponibles, comme le souligne Camille dans sa réponse écrite. Je te laisse la main, Aurélie. Super. Alors, c'est un import des descriptifs des taxons. Ah oui, encore une question. Bah, c'est Alors, ça que vraiment, je l'API voyais l'API TaxRef vient d'intégrer, c'est la description des taxons. Et bah, non, on n'a pas encore développé de script qui permettent d'interroger l'API TaxRef sur les descriptions, mais ce serait faisable, comme l'API le permet, enfin, l'API TaxRef, quoi. Super, merci beaucoup. Alors Aurélie, je te mets la diapo et je te laisse prendre la main. Yes. Pour la description des taxons, on est en train de faire des choses en interne à Natural Solutions pour que ce soit plus facile en effet, notamment avec la nouvelle API TaxRef. Et donc au niveau de la gestion d'un nouveau projet, donc comme je le disais tout à l'heure, la communauté GeoNature est plutôt très dynamique et grandissante. Et globalement, on n'a pas de prérequis et de lignes directrices vraiment définies pour débuter un nouveau projet, mais globalement, tout se passe sur le GitHub PNXSI de GeoNature, dont vous avez le lien sur la slide, à l'intérieur duquel vous pouvez créer des issues avec les différentes idées, les différents besoins que vous avez pour sonder la communauté, savoir si ça existe déjà, savoir si d'autres personnes peuvent avoir ce besoin. Et ensuite, on avait fait un projet pour débuter a besoin d'une mobilisation de différentes ressources, qu'elles soient techniques, humaines et économiques, et ensuite qu'elles puissent être lancées et inclus dans le système d'information GeoNature via des pull requests pour le côté technique de la chose. Et voilà, il y a tout ce processus, donc d'en parler, de le partager pour voir comment ça va s'intégrer au mieux pour toute la communauté, de la façon la plus générique possible. Et puis ensuite, mobiliser les personnes et les ressources qui vont permettre au projet de voir le jour. Et compléter ce que dit Aurélie, c'est que là, on a fait exprès de recenser les besoins, non pas pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui allait les faire ou vous dire qu'il les fait, parce que ça, c'est intéressant quand même de savoir ce qui existe déjà, mais pour vous montrer aussi que vous pouvez être moteur d'idéation et de la communauté. La communauté open source, telle qu'elle a été commencée par les parcs nationaux des Cévennes et des Écrins à l'origine, c'était vraiment des besoins et des moteurs, surtout ces moteurs. Et les moteurs, on en a besoin tout le temps, que ce soit des moteurs publics, privés, des partenaires, des organismes d'État, des bénévoles. On a besoin de ces personnes pour s'imprégner de la communauté, de la faire évoluer et d'apporter ce que chacun ou chacune peut. Un apport, c'est comme elle l'a dit, un apport technique, un apport humain ou un apport économique. Et il ne faut pas attendre d'une communauté qu'elle fasse le développement pour vous. Si vous attendez, vous allez peut-être l'avoir, votre développement, dans 5 ans, 6 ans, 6 mois, si vous avez du bol, 2 mois, parce que c'est en cours d'être fait. Mais il faut aussi vous donner les moyens de réaliser parce que tout est disponible à la fois dans le code. Donc, si vous avez des compétences techniques, vous pouvez toucher le code, proposer des pull requests, des demandes, des propositions d'amélioration. Et si vous avez l'idée, le projet, vous pouvez mobiliser des humains, des ressources économiques, vous avez des personnes qui ont les ressources techniques. Bref, soyez moteur aussi de votre GeoNature et de vos besoins. La communauté open source, c'est pas un prestataire. C'est ça aussi le bilan final, je pense. Il n'y a pas de prestataire de l'outil GeoNature, si ce n'est la communauté elle-même qui a ses besoins et qui fait que l'outil aujourd'hui est un outil vraiment complet, avec une forte valeur à la fois métier, mais aussi économique, parce que énormément de gens ont travaillé, ont passé des heures dessus à réfléchir. Et aujourd'hui, si c'est GeoNature est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que des gens se sont mobilisés pour le faire avancer. C'est pas juste quelqu'un qui a une demande, qui a mis des sous et qui a dit je veux ce sujet. Donc n'hésitez pas à être les nouveaux acteurs de l'évolution de GeoNature. C'est possible et c'est permis. C'était ma petite phrase
de conclusion et je pense qu'on va pouvoir passer à la dernière slide et répondre à 2 questions, dont celle que j'ai laissée en suspens tout à l'heure. Donc la dernière slide, c'est pour vous dire qu'après cet événement sur GeoNature, qu'on reproduira parce que voilà, c'est une communauté qui explose en termes de nombre de personnes, on espère aussi en termes de projets et d'outils. On va faire un webinaire prochainement sur les caméras trappes, sur les pièges photos. Ces pièges photos qui ont une place de plus en plus prenante dans la connaissance et le suivi de la biodiversité et des habitats. Ensuite, on fera, on espère, si toutes les planètes s'alignent, parce que le contexte n'est pas forcément favorable, à un séminaire en présentiel, où là, le but, c'est de regrouper la communauté, à la fois pour discuter, comme on vient de le faire aujourd'hui, peut-être de manière beaucoup plus formelle, d'avoir des projets qui naissent, et pour vous montrer le dernier processus de l'idéation à la réalisation, pour qu'on ait vraiment des personnes qui se regroupent et qui soient capables de se challenger et de se dire, bah là, on a un projet, on va faire en sorte de le mener et de le présenter au système d'information GeoNature et à la communauté GeoNature. Donc, ce sera dans le second trimestre 2022, quand il fera beau après cette petite mauvaise saison qui nous attend. Et enfin, au troisième trimestre 2022, on s'est un peu avancé, mais c'est parce qu'on nous le demande beaucoup en ce moment. On vous parlera des observatoires photographiques du paysage, grâce à comment les valoriser grâce à l'outil GeoPaysage. J'en profite pour répondre à une question pendant que j'ai la main, Lydia, désolé, je parle beaucoup. J'avais au-dessus de toutes ces questions une... Là, elle était quelque part avant les formulaires, de la part de Agatha. Agatha posait la question de la gouvernance et de la direction des projets. Alors, dans un modèle open source, il n'y a, en théorie, pas de gouvernance. C'est-à-dire que la communauté prend la direction que les projets et les briques lui demandent de prendre. C'est-à-dire que s'il y a des besoins, des personnes prennent le besoin, le projet, et l'incluent dans le système d'information, avec quand même une espèce de cohérence et d'homogénéité qui est gardée grâce au parc national des Écrins et des Cévennes, et grâce à un comité technique mis en place où plusieurs développeurs, mais aussi architectes et gestionnaires de projets, essayent de se regrouper pour donner de la cohérence au développement et ne pas reproduire ce qui a déjà été fait, faire attention que le code soit bien fait. Donc ce groupe technique, il existe déjà. J'espère, Agatha, que cela répond à votre question. Et il y en avait, est-ce qu'elle comprend les EEE? Il y a une question qui était, est-ce qu'elle comprend les EEE de Agatha, toujours, qui arrivait en même temps que le reste? Et je ne sais pas, désolé, ce que sont les EEE. J'avais répondu, Adrien, c'est les espèces exotiques envahissantes. Okay. Et je crois qu'ils sont dans la BDC, mais je ne suis pas sûr. C'est bien ça. Je ne sais pas si la base de connaissances statut comprend les espèces exotiques et envahissantes dans leurs caractéristiques. Je ne sais pas si c'est dans le TaxRef ou dans la BDC statut ou dans aucun de ces deux-là. Théo, peut-être que tu sais comment sont gérées les espèces exotiques envahissantes. Si ce n'est pas le cas, je suis désolé, je ne peux pas répondre à votre question. Ouais, j'ai répondu, je crois qu'ils sont dans la BDC statut, mais j'en suis pas sûr et j'ai dit qu'elle était dispo. Elle est sur le site de l'INPN, donc il faut aller vérifier. C'est ça. Voilà, n'hésitez pas à les vérifier, cette BDC, cette base de connaissances statut, qui est mise à disposition par un gros travail des acteurs nationaux. Donc là, on arrive à la conclusion de ce webinaire. Donc, merci beaucoup à Théo, Camille des Écrins de s'être rendus disponibles pour ces présentations de tous ces travaux qu'ils effectuent. Merci à toute l'équipe aussi de Natural Solutions pour l'animation et merci à vous pour votre participation et votre réactivité parce que encore 65 à la fin du webinaire, en général, les personnes partent quand ils voient que c'est la conclusion. Donc, ça veut dire que vous avez probablement été intéressés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre à la fois la Framalist, le groupe des discussions de la communauté GeoNature. Cette Framalist, on va vous la mettre dans le chat. Théo, si tu l'as en tête, j'ai oublié de la préparer. On vous la met dans le chat pour que vous puissiez suivre, en fait, finalement, ce qui se passe autour de la communauté GeoNature, qui est une communauté qui veut faire évoluer un outil pour connaître mieux et préserver la biodiversité. Merci. Si jamais Théo ne l'a pas, on la mettra dans le mail récap.
avec le lien de la vidéo pour le replay, ceux qui ont raté le début notamment et qui avaient des questions. Parfait. Mais voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, il est encore temps. Et puis sinon, bah, peut-être à une prochaine fois en présentiel ou lors d'un webinaire. Au revoir.